Ils disent que si vous voulez connaître le vrai Hollywood, lisez les livres qu'ils ont essayé de brûler. Derrière le glamour, une guerre secrète fait rage depuis des décennies. Une guerre menée dans les tribunaux, les coulisses et par des appels téléphoniques obscurs aux éditeurs. Qu'est-ce qui rend une biographie si dangereuse que les studios se démènent pour l'enterrer? Ce soir, nous ouvrirons 15 livres interdits, chacun étant la clé des secrets les plus explosifs de l'industrie. Certaines histoires ont survécu, d'autres ont presque disparu à jamais. Prêt à voir ce que les caméras n'ont jamais montré? Hollywood Babylon, par Kenneth Anger. Aucun livre sur Hollywood n'a jamais été autant redouté, autant mis à l'index et autant débattu que Hollywood Babylon. Lorsque l'histoire véritable de Tinseltown par Kenneth Anger a fait irruption sur la scène à la fin des années 1960, elle n'a pas seulement tiré le rideau, elle a enflammé toute la scène. Les studios ont paniqué. Les librairies ont reçu des appels au milieu de la nuit pour le retirer de leurs rayons. Les procès ont afflué, et en France, les autorités l'ont tout simplement interdit. La raison: Anger n'a pas simplement colporté des potins, il a déclenché une bombe. Page après page, Hollywood Babylon a libéré un torrent de secrets grotesques et de scandales sordides. Anger racontait le procès criminel sensationnel de Fatty Arbuckle, la mort mystérieuse de Thelma Todd, et les sombres rumeurs entourant la vie amoureuse tragique de Jean Harlow. Il y avait des histoires d'avortements illégaux orchestrés par les studios, de morts par overdose, d'affaires brutales, et d'accidents dissimulés avec des pots de vin et des menaces. Anger n'épargna personne. Dans son monde, l'innocence n'était qu'une autre illusion hollywoodienne. Ce qui terrifiait le plus l'industrie, ce n'étaient pas les embellissements ni les erreurs, bien que Hollywood Babylon en regorgeait. C'était la fréquence à laquelle les histoires les plus folles d'Anger frôlaient dangereusement la vérité, faisant écho à ce que les initiés savaient mais n'osaient jamais dire à haute voix. Pendant des décennies, Hollywood avait dépensé des millions pour garder ces histoires hors des gros titres, et soudain, elles étaient toutes là, noir sur blanc, à la vue de tous. La réaction a été féroce. Officiellement, tout le monde a condamné le livre, le qualifiant de sensationnaliste, calomnieux et peu fiable. Officieusement, Hollywood Babylon est devenu un fruit défendu, chuchoté lors des soirées, photocopié en secret, dévoré par tous ceux qui avaient quelque chose à cacher ou à prouver. Sa légende grandissait chaque fois qu'une action en justice échouait ou qu'une copie contournait l'interdiction. Pendant des années, le livre d'Anger était presque impossible à trouver aux États-Unis, ce qui ne faisait qu'alimenter son mystère. Même maintenant, l'industrie ne lui a pas pardonné d'avoir révélé ses secrets les plus sombres. En fin de compte, Hollywood Babylon n'est pas juste un livre. C'est un avertissement, un défi et un témoignage des secrets que Hollywood ne peut toujours pas enterrer. Lulu à Hollywood, par Louise Brooks. Louise Brooks était autrefois la séduisante chérie de l'écran muet, une icône aux cheveux coupés en carré, dont le visage a lancé 1000 affiches de films. Mais même à son apogée, elle n'était jamais satisfaite d'être la marionnette de Hollywood. Dans un monde obsédé par l'image et l'obéissance, Brooks était une anomalie. Farouchement indépendante, profondément intelligente, et surtout, honnête à l'excès. Lorsqu'elle a publié ses mémoires, Lulu in Hollywood, dans les années 1970, ce n'était pas juste la confession intéressée d'une autre star. C'était une grenade lancée directement dans le mythe du vieux Hollywood. Brooks n'a pas seulement fait allusion au côté obscur de l'industrie, elle l'a exposé sur la page avec des noms, des dates et sans excuses. Ses mémoires ont levé le voile sur la façade vaporeuse des studios pour révéler un monde de manipulation, de sexe et de survie brute. Elle a écrit sur les magnates prédateurs qui géraient les studios comme des fiefs personnels, les offres de casting canapé qui accompagnaient chaque contrat et le cruel calcul de la beauté et du pouvoir qui dictait la valeur d'une femme. Elle a même raconté ses propres incursions désespérées dans la prostitution lorsque les studios, ayant extrait jusqu'à la dernière once de jeunesse d'elle, l'ont écartée. La réaction a été aussi rapide que cruelle. Les studios ont discrètement fait pression sur les librairies pour retirer les mémoires des rayons, invoquant l'indécence morale et avertissant des conséquences juridiques. Certains pays ont carrément interdit le livre, d'autres n'ont autorisé que des versions fortement censurées. D'anciens collègues se sont alignés pour qualifier Brooks de menteuse, de fauteur de troubles, ou pire, d'instable. Mais même ces critiques les plus sévères ne pouvaient effacer la vérité meurtrie de ses écrits. Les lecteurs ressentaient chaque blessure, chaque trahison, chaque tournant brutal,
qui est venu avec la célébrité dans un système conçu pour vous briser, pas pour vous faire. Lulu and Hollywood est devenu un paratonnerre, chuchoté dans les cercles de l'industrie et dévoré par les femmes qui se reconnaissaient dans les écrits intransigeants de Brooks. Des décennies plus tard, il reste à la fois un manuel interdit et un témoignage de survivante, preuve que l'âge d'or était construit non seulement sur des rêves, mais aussi sur des promesses non tenues et des voix qui refusaient d'être réduites au silence. Pour quiconque prêt à voir au-delà du vernis du studio, Louise Brooks a laissé derrière elle le plan ultime de ce qu'il en coûte vraiment pour être une star. L'histoire de la vie de Mae West par Mae West. Mae West a construit toute sa carrière sur le fait de briser les règles. Mais même la pionnière la plus audacieuse d'Hollywood n'était pas préparée au chaos déclenché par son autobiographie. The Life Story of Mae West n'a pas seulement suscité des sourcils froncés, il a déclenché un séisme culturel. Dès qu'il a été mis en rayon au début des années 1930, des villes comme Boston ont réagi rapidement en le qualifiant d'obscène, en ordonnant des confiscations massives et en menaçant de poursuites pénales toute boutique qui oserait le proposer. Le tollé n'était pas seulement à propos du sexe, mais à propos de l'exposition. West n'a pas murmuré l'hypocrisie d'Hollywood, elle l'a crié. De sa voix inimitable, Mae West a écrit ouvertement sur la liberté sexuelle, un défilé d'amants, et son refus absolu de se prosterner devant les censeurs ou les gardiens de la morale. Elle a nommé des noms, décrivant en détail comment les chefs de studio qui interdisaient ses films étaient les mêmes hommes qui envoyaient des fleurs et demandaient des performances privées à huis clos. L'hypocrisie était ahurissante, et West ne retenait rien. Elle a décrit les réparateurs de studio, les pots de vin secrets et les trahisons avec une clarté qui rendait les dirigeants de l'industrie furieux et terrifiés. Pour beaucoup, l'autobiographie de West était une révolution. C'était la première fois qu'une star féminine parlait si franchement des doubles standards et des sales secrets d'Hollywood, refusant de laisser quiconque réécrire son histoire. Les autorités pensaient qu'interdire le livre le tuerait. Mais au lieu de cela, la demande a explosé. Les copies sous le manteau se sont arrachées, et la légende de West n'a fait que grandir. L'interdiction elle-même est devenue une partie de sa mystique, un témoignage de la menace que pouvait représenter l'honnêteté dans un monde construit sur l'illusion. En fin de compte, The Life Story of Mae West n'était pas juste un mémoire. C'était un défi, une provocation et un avertissement. Si vous grattez sous la surface dorée d'Hollywood, vous feriez mieux d'être prêt pour ce que vous allez découvrir. A Life on Film, par Mary Astor. Mary Astor était l'incarnation de la vedette féminine de l'âge d'or, élégante, raffinée, et pendant des années, témoin silencieuse des secrets les plus sombres d'Hollywood. Mais avec ses mémoires, Une vie sur film, elle a fait ce que peu osaient faire. Elle a dit la vérité, et elle l'a appuyée avec des preuves. Pendant des décennies, le nom d'Astor était lié au célèbre Purple Diary, un journal qui relatait ses affaires tumultueuses avec des producteurs, des acteurs et même certains des dirigeants de studios les plus influents. Dans les années 1950, des extraits de ce journal sont devenus des armes dans un procès médiatique destiné à la détruire. Mais le véritable choc est survenu lorsque le mot s'est répandu qu'Astor avait tout écrit dans ses mémoires sans coupure. L'industrie a paniqué. A Life on Film n'était jamais censé voir la lumière du jour comme Astor l'avait prévu. Le récit brut et non filtré de sexe, de trahison et de chantage émotionnel tissé dans le tissu d'Hollywood menaçait de détruire des carrières et de briser des réputations qui avaient été soigneusement préservées pendant des décennies. Les avocats du studio ont agi rapidement, rédigeant des poursuites et envoyant des menaces. Des familles influentes ont demandé des faveurs pour obliger les éditeurs à retirer des chapitres entiers. Certaines premières éditions ont été retirées des rayons avant que quiconque ne puisse ouvrir le livre. Quelques exemplaires ont même été détruits purement et simplement, transformant le manuscrit non censuré en une légende pour les collectionneurs. Ce qui a survécu à la publication était un écho atténué de la vérité originale d'Astor. Un mémoire dépouillé de ses angles les plus aigus, mais toujours vibrant de la douleur et de l'honnêteté d'une femme qui refusait de se taire. Même dans sa forme éditée, Une vie devant la caméra offre un aperçu d'un monde où le silence était synonyme de survie, et où chaque star savait que dire la vérité avait un coût. Mary Astor a osé lever le voile, et Hollywood a tout tenté pour le recoudre. Swanson on Swanson, par Gloria Swanson. Gloria Swanson n'était pas seulement une icône du cinéma muet. Elle était l'une des premières et des plus redoutables figures influentes d'Hollywood, célèbre à la fois pour son éclatante présence à l'écran,
présence à l'écran et ses appétits hors écran. Mais ce qui a vraiment mis l'industrie en émoi, c'est sa volonté, des décennies plus tard, de briser la règle ultime. Ne parle pas. Lorsque Swanson on Swanson est paru en 1980, cela a ébranlé les fondations de l'ancienne garde d'Hollywood et ravivé des scandales que la plupart pensaient avoir été enterrés en toute sécurité. Swanson ne mâchait pas ses mots dans son autobiographie. Elle discutait ouvertement de sa série d'aventures très médiatisées, de son expérience des avortements secrets à une époque où une telle confession pouvait ruiner une femme, et des doubles vies élaborées menées par tout le monde, des magnates de studios aux stars supposées chéries de l'Amérique. Le livre était un portrait brut et sans phare d'un système de studio construit sur des mensonges et l'autopréservation, où l'on s'attendait à ce que les actrices jouent aussi bien en dehors de l'écran que devant. La volonté de Swanson de nommer des noms et de raconter les manigances des fixes de studio, le chantage financier et même la transformation coercitive des corps des starlettes a fait de ses mémoires le sujet de conversation de la ville et une cible. Il n'a pas fallu longtemps pour que la pression monte. Les avocats d'Hollywood ont pris d'assaut son éditeur, exigeant des modifications des chapitres qui faisaient référence à des acteurs influents vivants et à des noms de famille profitant encore de l'âge d'or. Dans plusieurs marchés, la première impression de Swanson on Swanson était fortement censurée. Des passages clés ont été retirés ou reformulés sous la menace juridique, et dans certains pays, les premières éditions ont été discrètement retirées ou retardées, tandis que les avocats examinaient chaque page. À Los Angeles et à New York, certaines librairies ont reçu le conseil de ne pas le stocker du tout. Pendant ce temps, les exemplaires avancés du manuscrit non édité sont devenus des objets convoités, échangés de main en main parmi les initiés désireux de connaître les histoires qui avaient échappé à la censure. Malgré la censure, le récit de Swanson est devenu un modèle pour les révélations hollywoodiennes ultérieures. Sa brutalité honnête, associée à une indifférence presque royale aux conséquences, a contraint l'industrie à affronter son propre passé, du moins en chuchotant. Swanson on Swanson a prouvé que, peu importe à quel point un studio essayait d'enterrer le passé, il y avait toujours une star assez audacieuse pour le déterrer et défier le monde de regarder. Gloria Swanson n'a pas seulement survécu à Hollywood, elle l'a exposée, et les tentatives de l'industrie pour la faire taire ont seulement rendu son histoire plus irrésistible. Mes aventures avec Errol Flynn, par Errol Flynn. Errol Flynn a vécu et brûlé plus de vies que la plupart des légendes d'Hollywood pourraient en rêver. Son autobiographie, Mes aventures avec Errol Flynn, n'a pas seulement retiré le rideau, elle l'a déchiré et incendié. Flynn écrivait avec panache et autodestruction, avouant des excès qui auraient fait rougir même les magnates les plus blasés. Le livre n'était pas simplement un mémoire, c'était un coup de semonce. Il détaillait ses innombrables aventures, ses démêlés avec la loi, ses bagarres sur et hors plateau, et surtout, la machinerie cachée qui protégeait les stars, tout en exploitant tous les autres. Flynn a dénoncé les patrons de studio, cité des noms, et avoué des actes que la plupart des publicistes auraient vendu leur âme pour garder secret. Lorsque son éditeur a vu le manuscrit pour la première fois, la panique s'est répandue comme une traînée de poudre. Des menaces juridiques ont afflué de tous les coins de l'industrie. Plusieurs maisons d'édition ont refusé d'y toucher. Les dirigeants du studio voulaient que le livre soit définitivement mis au rebut, terrifiés par ce qu'il pourrait déclencher. Au final, la première édition a été fortement expurgée, des passages ont disparu, des épisodes entiers ont été aseptisés, et certains exemplaires ont même été retirés des rayons des magasins après que les poursuites ont commencé à s'additionner. Pourtant, le manuscrit complet a survécu clandestinement, transmis entre initiés et recherché par les fans avides de scandales. Même aujourd'hui, le nom censuré My Wicked, Wicked Ways est légendaire, non seulement pour ses révélations, mais pour montrer à quelle vitesse les puissants d'Hollywood serrent les rangs quand le masque tombe. Flynn est mort avant de voir son livre entièrement non censuré, mais il s'est assuré que le monde sache exactement quel type de péché Hollywood a tenté de garder dans l'ombre. Enfant star par Shirley Temple Black. Lorsque Shirley Temple a eu 10 ans, elle était l'enfant la plus célèbre au monde. Un visage souriant et des boucles qui ont sauvé un studio et donné à l'Amérique de la Grande Dépression quelque chose en quoi croire. Mais derrière ces faussettes emblématiques se cachait une enfance déformée par la cupidité des adultes, la manipulation et des secrets que Hollywood voulait enterrer. Lorsque Shirley Temple Black a publié ses mémoires, Child Star, elle savait exactement ce qu'elle risquait. Le premier brouillon était audacieux. Elle racontait avec une honnêteté glaçante.
comment les producteurs et réalisateurs puissants franchissaient régulièrement des limites, physiquement et émotionnellement, avec des talents mineurs. Elle a décrit la punition infâme de la boîte noire, où les enfants indisciplinés étaient forcés de s'asseoir sur des blocs de glace, et a révélé les avances prédatrices choquantes des dirigeants de studios, dont certains sont encore des noms connus. Les studios ont rapidement réagi, envoyant des avocats et des conseillers aux éditeurs de Temple, exigeant des réécritures, menaçant de poursuites judiciaires et la qualifiant de « mauvaise mémoire » ou « hystérique ». Des chapitres clés détaillant le harcèlement sexuel, le vol financier par les adultes et le système de silence imposé aux enfants stars ont été élagués ou adoucis pour la publication. Les premières épreuves ont été retirées des étagères. À un moment donné, des initiés des studios ont même essayé d'acheter tout le tirage. Malgré les modifications, Child Star est resté un document rare, un témoignage de survivants qui a brisé le mythe de l'innocence entourant les plus jeunes et les plus vulnérables travailleurs d'Hollywood. Les brouillons non censurés, circulant discrètement parmi les chercheurs et les journalistes, confirmaient ce que tout le monde dans le métier murmurait déjà. Derrière chaque légende du succès, il y avait un système prêt à exploiter les enfants pour le profit, puis à les menacer pour les réduire au silence. Le courage de Shirley Temple Black à écrire la vérité, aussi censurée soit-elle, reste un phare pour ceux qui refusent de laisser les histoires les plus sombres de Hollywood rester enfouies. Mommy Dearest, par Christina Crawford. Peu de livres ont arraché le masque d'une légende hollywoodienne, comme l'a fait Mommy Dearest. Le récit explosif de Christina Crawford n'était pas seulement le cri d'une fille pour la justice, c'était une bombe lancée directement sur les fondations du mythe royal d'Hollywood. Joanne Crawford était la Cendrillon autodidacte de l'industrie, adorée pour sa volonté de faire et son glamour. Mais dans Mommy Dearest, Christina a révélé une vie familiale, remplie de terrorisme émotionnel, de violence et de traumatisme. Elle a dressé le portrait d'une femme qui, à huis clos, maniait des cintres en fer et une discipline sévère plutôt que l'amour maternel. La sortie du livre en 1978 a provoqué un tollé, moins pour son contenu que pour son audace. Les défenseurs du studio, les agents et les avocats de la succession de Crawford se sont précipités pour le qualifier de tissu de mensonge, pressant les librairies de le retirer et incitant les bibliothèques à ne pas le mettre en rayon. Certains États, comme le Texas et des régions du Sud, ont discrètement retiré le titre des listes des bibliothèques publiques après avoir reçu des plaintes. Les initiés d'Hollywood appelaient Christina une ingrate, une menteuse, ou pire. Mais les détails des mémoires sonnaient vrais pour beaucoup de ceux qui avaient survécu à des abus similaires, et certains des proches confidents de Crawford ont admis, officieusement, que le tempérament et les colères de la star étaient notoires. Plusieurs procès ont été intentés et le livre faisait face à des menaces d'interdiction totale dans plusieurs pays. Mais il continuait à se vendre, alimenté par les scandales et la réalité qu'il exposait. Même si Hollywood a tenté de tuer l'histoire, Maman très chère a survécu, transformant à jamais l'héritage de Joanne Crawford. Le courage de Christina a brisé la culture du silence autour des abus par les stars, établissant un précédent pour les générations à venir. La vérité a une façon de refaire surface, peu importe à quel point l'industrie essaie de l'enterrer. Sammy Davis Jr. était un phénomène à lui seul, un talent polyvalent qui a brisé des barrières et vécu à plein volume, sur scène et en dehors. Mais quand il a décidé de raconter sa propre histoire dans Sammy, une autobiographie, le monde a découvert une version aussi brute et dangereuse que l'époque qui l'a façonnée. Les mémoires de Davis ont révélé le racisme et l'humiliation auxquels il faisait face quotidiennement à Hollywood. Les portes des hôtels se fermaient devant lui. Des contrats étaient déchirés lorsque les patrons des studios découvraient ses relations interraciales, et des mafieux se cachaient derrière des accords supposément amicaux des studios. Il a écrit sur les nuits passées à boire avec Frank Sinatra, sur ses propres démons avec l'addiction, et sur les secrets que la plupart des artistes noirs étaient poussés à garder cachés, passage à tabac, pots de vin et liaisons clandestines avec des starlettes, noires et blanches. Les grands patrons d'Hollywood, terrifiés par le potentiel du livre, ont travaillé dans l'ombre pour le faire taire. Après la première édition, plusieurs tirages ont été discrètement censurés. Des passages entiers sur le racisme dans les studios et le crime organisé ont été omis dans les rééditions. Certains magasins à Los Angeles et dans le Deep South ont refusé de le stocker, invoquant les normes communautaires. Des personnalités de l'industrie, y compris les anciens managers et agents de Davis, ont envoyé des menaces et fait
offre d'argent en échange du silence. Pourtant, même sous sa forme publiée, Sammy était une révélation, détruisant le mythe du rêve hollywoodien post-racial. Le manuscrit complet non expurgé a circulé en privé, confirmant que l'histoire de Davis était encore plus sombre et plus audacieuse que le monde ne le réalisait. En fin de compte, son livre ne parlait pas seulement de son parcours. Il s'agissait des efforts que Hollywood ferait pour garder ses vérités laides hors des projecteurs. Buster Keaton. Droit au but par Marion Meade. Le grand visage de pierre, Buster Keaton cachait toujours sa douleur privée derrière un masque impassible et un timing comique parfait. Mais le livre de Marion Meade, Buster Keaton, Cut to the Chase, a finalement révélé au grand jour les blessures, les trahisons et les accords en coulisses d'Hollywood, selon Keaton, et l'industrie a pris peur. L'image de Keaton avait longtemps été protégée comme celle d'un clown tragique adorable, un génie défait par l'avènement du son. Mais la biographie de Meade a révélé la vérité. Keaton a été systématiquement exploité par les studios, rejeté lorsque son alcoolisme s'est aggravé et utilisé comme un pion dans des jeux financiers qui ont détruit son contrôle créatif. Le livre plonge dans la culture toxique de la boisson à Hollywood, les soirées des studios où les dirigeants encourageaient l'abus de substances, les accords conclus autour de tables imbibées de whisky et les contrats amicaux qui dépouillaient silencieusement les artistes de leurs gains et de leur dignité. Certaines des pages les plus accablantes racontent comment MGM a forcé Keaton à accepter une série de rôles humiliants, tout en le pressant de garder le silence sur les abus et la coercition qu'il a subis. Lorsque des exemplaires anticipés ont atterri à Hollywood, la réaction a été rapide et virulente. Les studios ont émis des menaces juridiques et les avocats de MGM ont fait pression sur l'éditeur de Meade pour qu'il supprime des chapitres entiers. Plusieurs premières éditions ont été retirées des rayons, et des histoires ont circulé selon lesquelles un mystérieux bienfaiteur avait racheté l'ensemble de l'édition pour éviter sa distribution. Qu'est-ce que l'industrie craignait? Que l'histoire de Keaton montre clairement à quel point les stars étaient vraiment jetables, et à quel point les puissants étaient prêts à détruire la vie de ceux qu'ils célébraient autrefois. La version intégrale, transmise discrètement parmi les historiens d'Hollywood, reste un témoignage glaçant de ce sur quoi l'âge d'or était réellement construit, du talent consommé et rejeté par un système indifférent aux vies brisées. Louella Parsons, la reine des potins hollywoodiens par Samantha Barbis. Louella Parsons était la reine originale des potins à Hollywood, la femme qui pouvait faire ou défaire des carrières avec une seule rumeur dans sa chronique quotidienne. Louella Parsons, The Queen of Hollywood Gossip, de Samantha Barbis, a osé mettre Parsons, elle-même sous le feu des projecteurs qu'elle dirigeait si souvent vers les autres. Et le résultat fut une biographie qui ébranla le système des studios, même des décennies après la mort de Parsons. Barbis a découvert des preuves que le pouvoir légendaire de Parsons ne venait pas seulement de sa plume, mais aussi d'alliances secrètes avec les patrons de studios, des intermédiaires et même la mafia. Le livre décrit comment Parsons a aidé à étouffer des scandales, intimider des rivaux et même orchestrer des dissimulations impliquant des grossesses, des affaires et des crimes, tout cela en échange de scoops et de faveurs spéciales. Les anciennes gardiennes d'Hollywood n'étaient pas amusées. Lorsque le manuscrit a commencé à circuler, les ayants droit de grandes stars ont menacé de poursuites et plusieurs éditions initiales ont été expurgées. Des sections entières concernant des noms célèbres ont été remplacées par des allusions vagues. Et des éditions ultérieures ont été discrètement corrigées après des menaces d'avocats représentant des familles, des studios et la propre succession de Parsons. Certaines librairies ont reçu des avertissements contre la vente de l'édition non censurée, surtout à Los Angeles. Qu'est-ce qui rend cette biographie si dangereuse? Il expose la sombre symbiose entre la presse et l'industrie, la manière dont les réputations, les vies et parfois la justice elle-même étaient achetées et vendues comme n'importe quel autre gros titre. La recherche de Barbis a clairement montré que la machine à mythes de Hollywood ne reposait pas seulement sur l'illusion. Elle nécessitait un réseau de facilitateurs prêts à déformer la vérité pour le profit. Les chapitres originaux non censurés restent légendaires, circulant discrètement parmi ceux qui souhaitent savoir jusqu'où le gouffre s'est réellement creusé. Et Sinatra, The Chairman par James Kaplan. L'histoire de Frank Sinatra a toujours été entourée de mythes, soigneusement conçu par ses gestionnaires et farouchement protégé par sa famille et ses amis, avec des connexions allant bien au-delà des studios de cinéma. Mais Sinatra, The Chairman de James Kaplan était différent. Une biographie approfondie qui a déterré non seulement
les luttes et les triomphes de Sinatra, mais ses implications les plus sombres avec le crime organisé, la politique sale et le véritable pouvoir derrière le trône d'Hollywood. Lorsque le manuscrit du livre a d'abord fuité auprès du patrimoine Sinatra et de certains associés obscurs, des sonnettes d'alarme ont retenti. Kaplan a refusé d'édulcorer les rumeurs. Des décisions de casting prétendument facilitées par la mafia, des histoires de Sinatra utilisant l'intimidation pour obtenir ce qu'il voulait, et les accords secrets en coulisses qui ont maintenu sa carrière à l'épreuve des balles alors que d'autres échouaient. Certains des chapitres les plus explosifs détaillaient les relations de Sinatra avec des figures notoires du milieu, y compris Sam Giancana et Lucky Luciano. Des histoires qui, si acceptées comme des faits, auraient détruit son image de crooner préféré de l'Amérique. La famille Sinatra a répondu par des menaces judiciaires, et plusieurs éditeurs ont hésité à publier le livre dans sa forme originale. Après plusieurs procès et des conseils amicaux venant de hauts lieux, certaines éditions ont été retirées ou vendues uniquement en version censurée. Les bibliothèques et les librairies du New Jersey, de Las Vegas et de certains quartiers de Hollywood ont signalé des expéditions manquantes. Des histoires persistent selon lesquelles des tirages entiers ont disparu après une pression organisée. Mais même expurgé, le livre de Kaplan se distinguait. Il soulignait que le succès à Hollywood ne reposait pas uniquement sur le talent, mais sur qui vous connaissiez, ce que vous cachiez, et jusqu'où vous iriez pour garder votre place au sommet. La bataille sur Sinatra. Le président ne concernait jamais l'héritage d'un seul homme. Il s'agissait de savoir si quelqu'un pouvait survivre en disant la vérité sur la machine qui fabriquait et parfois détruisait la royauté de Hollywood. Le vrai James Dean. Souvenirs intimes de ceux qui l'ont le mieux connu par Peter L. Winkler. La mort de James Dean, à seulement 24 ans, l'a consacré comme le rebelle éternel de Hollywood. Mais The Real James Dean, Intimate Memories from Those Who Knew Him Best, a déchiré la mystique de la légende et exposé une vérité beaucoup plus sombre et complexe. La collection de récits de première main et de lettres privées de Peter L. Winkler était plus qu'un hommage. C'était un défi face au récit officiel d'Hollywood. Ici, pour la première fois, amis, amants et collègues décrivaient les relations compliquées de Dean, ses luttes avec sa sexualité et ses relations tendues avec les patrons des studios qui le voyaient à la fois comme une mine d'or et un risque. Ces récits ont révélé le réseau d'aventures secrètes, de contrats cachés et d'interventions officieuses qui soutenaient le mythe de James Dean. Le livre n'a pas seulement perturbé les fans, il a déclenché une véritable panique parmi ceux qui détenaient encore des intérêts dans l'image de Dean. Les avocats représentant les successions des cadres de studio, et même la propre famille de Dean, sont intervenus, exigeant que des sections entières soient supprimées avant la première grande publication. Certaines histoires, celles évoquant les relations supposées de Dean avec des producteurs masculins puissants, ou la manière dont il a été manipulé pour accepter des rôles, ont été discrètement retirées des éditions ultérieures. Les poursuites et les menaces juridiques ont retardé la publication tant aux États-Unis qu'en Europe, et même après sa sortie, plusieurs librairies en Californie et à New York ont été poussées à retirer le livre de leurs rayons. Les épreuves non éditées et en avance sont rapidement devenues des objets de collection, recherchés par les biographes et les historiens du cinéma, avides de matériel brut et non censuré. La version édulcorée qui a atteint la plupart des lecteurs était encore explosive, mais ceux qui ont mis la main sur les récits non censurés ont vu un portrait plus vrai, plus désordonné et plus humain d'un homme qu'Hollywood a tenté désespérément de figer dans le temps. Le travail de Winkler reste un rappel que lorsqu'il s'agit de préserver l'image d'une star, le véritable métier de l'industrie est souvent d'enterrer la vérité. Moi. Histoire de ma vie par Katharine Hepburn. Peu de stars ont captivé l'écran ou l'imagination du public comme Katharine Hepburn. Ses mémoires. Moi. Histoire de ma vie promettait au lecteur un aperçu sans filtre derrière sa persona réputée secrète. Mais ce qui est sorti en 1991 n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les premières versions du livre de Hepburn étaient bien plus révélatrices, remplies de détails sans concession sur ses liaisons, ses querelles légendaires avec les patrons de studio, et le chaos soigneusement caché de sa vie privée. Hepburn, qui ne s'inclinait jamais sous la pression, a décrit ses luttes contre le patriarcat d'Hollywood, les exigences de conformité féminine, et la négociation constante entre ses convictions personnelles et les attentes des studios. Elle a évoqué ses relations compliquées, non seulement avec des hommes, mais aussi avec des femmes, y compris les rumeurs persistantes sur sa proximité avec certaines co-stars que l'industrie tousse.
toujours travaillé dur pour minimiser. Cette honnêteté, cependant, était presque trop pour l'ancienne garde d'Hollywood. Alors que les nouvelles du contenu des mémoires parvenaient aux familles survivantes et aux équipes juridiques des contemporains d'Hepburn, la pression montait. Les avocats des studios et les gardiens de l'âge d'or d'Hollywood ont œuvré en coulisses, exhortant ses éditeurs à retirer des histoires entières, et même à réécrire des passages qui impliquaient des légendes encore vivantes ou menaçaient des réputations précieuses. Hepburn elle-même, bien que farouchement indépendante, a été persuadée, et cajolée par des amis et des conseillers, d'omettre ses critiques les plus sévères sur les personnes et les puissants qui ont façonné sa carrière, et parfois failli briser son esprit. Au moment où Me Stories of My Life est arrivé dans les librairies, plusieurs épisodes clés avaient disparu, expurgés pour éviter les procès et les réactions publiques. Mais même dans sa forme éditée, les mémoires de Hepburn restaient un acte de rébellion, un aperçu du monde d'une femme qui refusait d'être apprivoisée, qui avait vu et survécu aux côtés les plus laids de la machine à mythes d'Hollywood. La vérité complète, partagée dans des cercles privés et suggérée par des biographes, a prouvé une fois de plus que la véritable histoire de l'industrie vit souvent entre les lignes, dans les histoires qui ont failli échapper. Harlow. Une biographie intime par Irving Shulman. Aucune vie hollywoodienne n'a brûlé plus intensément, ni ne s'est terminée plus brutalement que celle de Jen Harlow. Harlow. An Intimate Biography d'Irving Shulman fut la première tentative majeure pour écarter les couches de mythes entourant la blonde platine et révéler la vérité brute et douloureuse de son ascension et de sa chute. Ce qui rendait le livre de Shulman si dangereux, c'était son refus de se plier aux règles d'Hollywood. Il explorait les allégations de mauvais traitement, les manœuvres manipulatrices de MGM, ainsi que les rumeurs de procédures médicales secrètes, d'exploitation sexuelle et d'un mariage qui s'est terminé en tragédie. Shulman a peint le portrait d'une femme adorée par des millions, mais impuissante sous l'emprise des patrons de studio qui ne la voyaient que comme une marchandise. La réaction a été immédiate et violente. MGM, toujours soucieux de protéger son image et son héritage, a lancé une offensive juridique à grande échelle, menaçant de poursuivre pour diffamation et atteinte à la vie privée. La famille de Harlow est également intervenue, émettant des déclarations qui dénonçaient le livre comme diffamatoire et cherchaient à bloquer sa distribution à Los Angeles et dans d'autres grandes villes. Les librairies ont fait face à des menaces de boycott, et certaines, notamment en Californie, ont retiré la biographie des rayons. Les premiers exemplaires non édités ont été discrètement achetés par des collectionneurs et des initiés, alimentant encore plus la légende du livre. Pourtant, malgré toutes les tentatives de suppression, Harlow a laissé une empreinte indélébile sur la façon dont les biographies hollywoodiennes étaient décrites. C'était un tournant, un rappel que la vérité sur les victimes de la célébrité ne pouvait pas être effacée, peu importe la puissance des intérêts en jeu. L'approche intrépide de Shulman a inspiré des biographes ultérieurs à creuser plus profondément, à défier le récit officiel et à donner une voix à ceux dont les histoires avaient longtemps été étouffées par le tour de passe-passe de l'industrie. La bataille autour de Harlow a prouvé qu'à Hollywood, la lutte pour contrôler le récit n'est jamais vraiment terminée.